Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. La mayonnaise des premiers jours à l'université. Ce livre trouve son origine dans un article publié dans Le Monde en 2007 dont le titre était « La pédagogie universitaire reste à rénover ». Cette tribune m'avait valu de nombreux commentaires autant positifs que critiques. Étant à la fois enseignant dans le supérieur depuis 25 ans et chercheur en sciences de l'éducation, la problématique de l'intégration des étudiants m'a toujours questionné. Certains étudiants au parcours scolaire classique échouaient et d'autres au parcours plus atypique réussissaient, notamment les fameux baccalauréats technologiques ou professionnels qui seraient voués selon les experts à l'échec. En interrogeant les étudiants, je commençais à développer l'idée que la mayonnaise universitaire prenait ou pas dans les premières semaines de la rentrée. Les 100 premiers jours sont souvent présentés comme des jours d'état de grâce pour les hommes politiques. Durant cette période, l'opinion publique est conciliante avec les nouveaux élus. Pour les salariés, les 100 premiers jours constituent une période d'essai pendant laquelle ils peuvent rompre leur contrat de travail, mais aussi se voir remerciés par leur employeur. Paradoxalement, à l'université, ces 100 premiers jours semblent être cruciaux pour la réussite ou l'échec des étudiants. Le parti pris de ce livre a été de s'appuyer sur une approche qualitative des faits sociaux, et plus particulièrement sur la démarche ethnographique dans le champ éducatif. Alain Coulon, dans son livre sur le métier d'étudiant, avait lui aussi mis en avant cette approche pour comprendre et expliquer l'affiliation des étudiants dans le système universitaire. Nous partageons la thèse de Coulon que la réussite universitaire est liée à la capacité d'insertion active des étudiants dans le milieu universitaire, et que tout se joue dans les premiers 100 jours de l'étudiant à l'université. Cette capacité à s'insérer est liée à des facteurs qui ne tiennent pas seulement au rapport au savoir académique et à ses prérequis. Coulon l'a bien montré, l'étudiant commence à être affilié au sens ethnométhodologique à la fin du premier semestre. L'université depuis les années 1960 a connu l'explosion de ses effectifs. Sur les 2 400 000 inscrits dans l'enseignement supérieur, 1 400 000 le sont à l'université. Le programme Université 2000, initié par Michel Rocard, a accéléré la déconcentration de l'offre universitaire en région. Il ne s'agit pas dans cette démarche de donner un bilan chiffré ou d'étayer des théories globales, mais de présenter sur un mode impressionniste ou pointilliste une réalité complexe et contradictoire. Cette approche vise à donner la parole aux acteurs et à prendre au sérieux leur propre interprétation de la situation qu'ils vivent, sans la juger, comme un simple objet d'étude. Comme l'explique Patrick Boumard, 1989, c'est en recoupant les informations produites et révélées par les différents acteurs de la réalité sociale, les savants de l'intérieur, dans la mesure où eux seuls détiennent les éléments de ce qui se passe au quotidien dans cette réalité et les éléments de connaissance apportés par les chercheurs venus de l'extérieur, avec la mise en évidence de différences, voire de contradictions, ainsi que d'éléments du contexte qui révèlent des problèmes tacites et que on appelle des analyseurs, que l'on pourra tenter de produire des clés de compréhension de la situation, autrement que sous forme d'arguments idéologiques, politiques, corporatistes, voire affectifs. D'un point de vue ethnométhodologique, les individus régulent leurs interactions par le biais de la réciprocité. Ces interactions sont permanentes et permettent aux acteurs de construire des règles implicites. Les valeurs auxquelles les acteurs adhèrent sont produites par eux et créent ainsi des systèmes sociaux qui sont mouvants. Lorsque j'agis avec autrui, je participe à la construction de mon identité sociale, mais aussi à celle de mon interlocuteur et je deviens une partie de la mosaïque de ce qui s'appelle la société. Ainsi la société est produite localement et toujours en transformation. Les étudiants sont des sociologues à l'état pratique. Ils font des choix, arbitrent et décident à tout moment. Ils représentent une infinité de variables, parmi celles des enseignants, des parents, des hommes et des femmes politiques, des entreprises qui font évoluer l'université. Dans ce contexte, j'ai demandé depuis septembre 2007 à des étudiants de première année de tenir un journal de bord de la première semaine jusqu'à la fin du premier semestre, examen compris. Comme indication de thématique, je leur ai simplement proposé d'expliciter et de réfléchir à leur méthode de travail, à leur organisation des temps de travail ou de loisirs, aux relations qu'ils ont avec leurs enseignants et leurs collègues.
Les étudiants de première année, en tant qu'acteurs sociaux, objectivent un nouveau monde qui leur est quotidien, mais pas encore familier. Parmi les outils de l'ethnométhodologie, nous avons opté pour des journaux de bord tenus par les étudiants sur la base du volontariat. Des entretiens formels et informels. Pour la tenue du journal de bord, les consignes étaient assez libres quant aux thématiques à aborder. Les cours, leur travail personnel, leurs relations sociales, leurs conditions de vie, logement, financement, argent de poche, sortie. Une recommandation était de le tenir si possible chaque jour ou au moins 2 fois par semaine, de septembre jusqu'à la fin des examens du premier semestre. 58 journaux ont été collectés sur 8 ans de 2007 à 2015. Le nombre de pages variait de 5 à 60 pages. Les étudiants sont dans ce cadre à la fois des acteurs engagés dans un nouveau monde, mais aussi des individus réflexifs. Cette première approche a été complétée par des entretiens réalisés à mi-parcours du semestre et en fin de semestre. Comme l'indique de Mazière et Dubar, 2007 page 7, les entretiens ne nous livrent jamais des faits mais des mots. Ces mots expriment ce que le sujet vit ou a vécu, son point de vue sur le monde qui est son monde et qu'il définit à sa manière, en même temps qu'il l'apprécie et qu'il tente de convaincre son interlocuteur de sa validité. Dans cette recherche, nous nous situons dans une démarche inductive telle qu'elle a pu être théorisée par les sociologues de l'école de Chicago ou par les chercheurs en ethnologie ou en ethnographie de l'éducation, pour qui le travail de terrain a une place primordiale dans le travail sociologique, comme l'a montré M. Chapouli, 1984 notamment. La sociologie sur le monde étudiant a tendance à considérer que les étudiants n'ont pas forcément accès aux raisons qui guident leur conduite, notamment en matière d'échec à l'université. Dans une posture ethnométhodologique, nous considérons que les étudiants sont capables de rendre compte de leur conduite et de leurs actions. Les entretiens qui ont été menés ont été conçus dans une orientation non directive. Nous n'avons pas souhaité donner une grille avec des catégories, mais nous avons pensé préférable de laisser les étudiants nous expliquer ce qui pour eux était important dans ces premiers mois à l'université. La façon de recueillir la parole et l'expérience des étudiants a amené les étudiants à approfondir certaines thématiques. Par exemple, certains étudiants en face à face ont mentionné être réticents à parler de leur méthode de travail, sachant qu'ils avaient en face d'eux un enseignant, alors que dans les journaux de bord, les méthodes de travail sont bien décrites. Aussi les témoignages recueillis à l'écrit ou à l'oral sont très complémentaires. Nous avons non seulement cherché à recueillir des témoignages, mais aussi à essayer de comprendre comment les étudiants construisaient leurs récits au fur et à mesure qu'ils les vivaient jusqu'à la fin de leur semestre. Bien entendu, il s'agit de comprendre comment les étudiants objectivent leur parcours, comment ils reviennent sur tel événement, comment ils justifient des prises de décision ou des non-prises de décision. Le fait de compléter la lecture des journaux de bord par des entretiens représente aussi une façon de mieux appréhender la construction du récit des étudiants par la prise en compte d'un face-à-face permettant d'identifier des silences, des hésitations, ou de faire préciser des points particuliers, de relancer sur des remarques pas assez explicites. Jean-Claude Kaufmann, 1996 page 7, reconnaît que malgré des tentatives répétées, l'entretien semble résister à la formalisation méthodologique. Dans la pratique, il reste fondé sur un savoir-faire artisanal, un art discret du bricolage. Quand une méthode est exposée, c'est sous la forme d'un modèle abstrait. Quels présupposés avons-nous sur le premier cycle universitaire ? De Mazière et Dubar, 2007, page 92, se sont posé cette question pour leur enquête sur l'insertion des jeunes. Il nous a paru nécessaire préalablement de dégager les présupposés de cette démarche concernant la question du sens. Cette précaution s'impose d'autant plus que nous sommes ici à un véritable carrefour interdisciplinaire, et que les incompréhensions, controverses, procès d'intention et marquage de territoire sont tels que bien peu de résultats de recherche qualitatifs sont livrés avec leurs présupposés, pourtant indispensables pour comprendre les méthodes ou leur absence mise en œuvre. Voici quels sont les présupposés de la première année à l'université. Les étudiants sont livrés à eux-mêmes à l'université. La réussite est meilleure dans les IUT, car ils sélectionnent leurs étudiants. La sélection se fait par l'échec dans les disciplines qui attirent beaucoup d'étudiants. Ce sont les lycéens les moins motivés qui s'orientent vers l'université.
Les raisons de réussite ou d'échec sont liées principalement aux origines du baccalauréat des étudiants. Dans les faits, les universités depuis quelques années se sont penchées sur l'échec en premier cycle et ont mis en place des procédures de contrôle de présence des étudiants et des dispositifs visant à prévenir le décrochage. Les étudiants des IUT se distinguent des étudiants d'autres composantes de l'université. Ils sont sélectionnés à partir de choix d'orientation qu'ils ont faits au milieu de leur terminale. Cette distinction paraît aujourd'hui moins évidente qu'auparavant. Certains départements d'IUT sont assez peu sélectifs et acceptent des candidats pour compenser des recrutements difficiles. D'autres départements d'IUT, notamment tertiaires, panachent leur recrutement entre étudiants de filières générales, technologiques et professionnelles. De plus, les étudiants qui sont dans des filières courtes visent majoritairement des études longues. Depuis 2016, les recteurs d'académie enjoignent les universités à accepter davantage d'étudiants de filières technologiques en définissant des quotas. Le terme d'étudiant correspond à une facilité de définition pour constituer une notion commune. Pourtant l'étudiant type n'existe pas. François Dubay, 1994, page 530, a déjà souligné combien il est devenu difficile de définir l'étudiant à partir des années 1990 dans la mesure où aucun type idéal nouveau n'a succédé à celui d'héritier. Il avait proposé en 1994 la construction d'une typologie de l'expérience étudiante à travers la combinaison de 3 dimensions élémentaires. La nature du projet poursuivi, le degré d'intégration dans la vie universitaire et l'engagement dans une vocation intellectuelle. Pour Dubay, 1994, page 511, l'université est à la fois un monde de masse et un monde atomisé, ce qui n'est pas contradictoire. Premier chapitre, une université en pleine mutation. La déclaration de Bologne du 19 juin 1999, suivie de la réforme LMD, ont profondément bouleversé le paysage de l'enseignement supérieur. Le processus de Bologne prévoit la construction d'un espace européen de l'enseignement supérieur qui vise à harmoniser les systèmes éducatifs, afin de les rendre plus lisibles et donc de favoriser les mobilités étudiantes et enseignantes. La réforme LMD est précisée par le décret numéro 2002-484 du 8 avril 2002 portant application au système français d'enseignement supérieur, de la construction de l'espace européen de l'enseignement supérieur. Cette réforme modifie l'organisation des études prévues par le plan Fouché de 1966, DUG, licence, maîtrise, DEA ou DESS, par 3 grades, licence, master, doctorat. Ces 2 réformes ont poussé les universités à professionnaliser leur cursus et à élargir leur offre de formation. On peut donc facilement prévoir une augmentation générale du niveau de diplôme des étudiants. La norme dans les années qui viennent sera pour un étudiant au moins l'obtention de la licence, voire du master. La France est déjà un des pays de l'OCDE qui diplôme le plus d'étudiants au niveau master. Un autre enjeu sera aussi la lisibilité d'une offre de formation pléthorique pas toujours facile à décrypter par les étudiants, voire par les enseignants du secondaire. Le passage automatique du baccalauréat à l'université est une particularité française. Dans de nombreux pays, l'université sélectionne ses futurs étudiants soit par le biais de concours ou de tests, soit sur dossier. En France, l'entrée à l'université est de droit pour les bacheliers. Les étudiants qui ont intégré l'université aux rentrées 2008, 2009 et 2010 ont vécu dans un monde universitaire en pleine mutation. Ceux qui sont rentrés depuis ont vu les effets dans certaines universités des baisses de dotation budgétaire. Aujourd'hui, les pouvoirs publics s'intéressent à l'accueil et à la réussite des bacheliers technologiques. La réforme de l'université dans le processus LMD a donné la part belle aux référentiels de formation parfois déclinés en référentiels de compétences. Il n'est pas forcément certain que les étudiants y trouvent leur compte, comme nous l'indique un étudiant. Quand j'ai vu le programme de première année, cela m'a vite découragé de voir ce que l'on attendait de nous. En plus, la formulation n'est pas toujours claire. J'ai l'impression que c'est un jargon pour faire bien. De la transmission de savoir plus ou moins figé à des publics homogènes, on est en train de passer à une transmission de compétences professionnelles à des publics hétérogènes. Là se trouve certainement le futur enjeu de l'enseignement supérieur français.
Depuis 1968, les hommes politiques ont craint l'université. Les étudiants ont payé le prix fort de ces tensions. La réforme de Vaquet de 1986 en représente un bon exemple. Il faudra attendre 1990 pour que Michel Rocard, dans son plan Université 2000, prenne des mesures qui paraissent cohérentes pour organiser la massification de l'enseignement supérieur en créant notamment des universités locales. Reste que les étudiants français demeurent maltraités par les pouvoirs publics. 8 000 à 9 000 euros en moyenne par étudiant contre environ 11 000 euros en Europe. De manière surprenante, un étudiant français revient moins cher à l'État qu'un lycéen ou qu'un étudiant en classe préparatoire. Depuis 1968, le nombre d'étudiants a quintuplé. Romainville 2000, page 23, analyse bien l'ambiguïté du phénomène de massification que l'université connaît. D'un certain point de vue, cette massification pourrait être considérée comme un bienfait, un progrès, un indice de vitalité de nos sociétés européennes dans un monde où le développement technologique et économique est lié au savoir. Et pourtant, la massification est paradoxalement vécue par certains comme un drame, une condamnation, un malheur qui s'est abattu sur l'université. On s'émeut de la déferlante étudiante, on prétend que l'université craque, que le niveau baisse, que les premiers cycles se secondarisent, qu'il est désormais impossible de faire la même chose qu'avant. Un des défis de l'enseignement universitaire est donc d'assumer cette massification, d'accepter de manière positive cette évolution de la société qu'elle n'a certes pas initiée mais qu'elle est invitée à prendre en charge. Les études sur les échecs à l'université doivent être envisagées dans cette perspective. Plutôt que de conforter un certain fatalisme, elle devrait se donner comme objectif de mettre à jour les mécanismes précis qui freinent encore la massification et la démocratisation de l'accès et de la réussite au supérieur. Un autre phénomène que l'on observe est celui de la professionnalisation des formations universitaires. Michel Rocard, alors Premier ministre en 1990, rappelait aux Assises nationales de l'enseignement supérieur le rôle professionnalisant de toute formation universitaire. Toutes les formations universitaires sont à leur manière professionnelles, et pas seulement celles qui le revendiquent, comme celles des IUT ou des filières d'ingénieurs. Le droit et la médecine l'ont toujours été. Les lettres et les sciences préparent en fait au métier de l'enseignement, de la recherche, de l'administration, du journalisme et bien d'autres. Parce que l'enseignement supérieur est le dernier, parce qu'il ne conduit à aucun autre enseignement, il s'ouvre nécessairement sur une activité. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.